Toutes les gauches françaises ont la nostalgie du Front populaire. Toutes, elles rêvent de le ressusciter. Il y a eu le programme commun qui, en 1981, a porté François Mitterrand à l'Élysée. Plus récemment, il y a eu la NUPES et le nouveau Front populaire qui a lui-même failli déboucher sur un gouvernement dirigé par la gauche. Et l'on peut raisonnablement penser que cette alliance se reformera lors des prochaines échéances électorales. Mais il faut regarder les choses en face. Malgré les désistements et les accords circonstanciels, la gauche est de plus en plus éclatée. Les cœurs de gauche ont cessé de battre à l'unisson. C'est ce dont témoigne, chacun à sa manière, le livre de la sociologue Nathalie Hennig, « Penser contre son camp », et celui que le philosophe Michael Fessel a coécrit avec le sociologue Étienne Ollion, « Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique ». Manuel Valls avait-il donc raison quand, dès 2016, il constatait l'existence de deux gauches irréconciliables, Nathalie Hennig? Non seulement il avait raison, mais il anticipait aussi des fractures qui vont devenir encore plus nettes. Moi, il me semble qu'il y a 3 dates importantes pour comprendre ces fractures de la gauche, qui font qu'aujourd'hui, on peut difficilement parler d'une gauche, mais il y a bien plusieurs gauches, à mon avis, irréconciliables. La première fracture, on la connaît, c'est celle de 2012, avec cette fameuse note de Terra Nova qui incite à abandonner les luttes sociales au profit des luttes sociétales. Et donc, c'est un premier abandon d'un socle traditionnel de la gauche qui est la défense des classes populaires. Ensuite, il va y avoir 2019. 2019, c'est à la fois un incident qui a beaucoup fait parler à l'époque, qui aurait pu paraître anecdotique, qui est l'annulation de la pièce d'Eschyle à la Sorbonne au motif que les acteurs seraient grimés et donc ce serait du blackface. Ça nous a un peu fait rire à l'époque, mais en fait, ça a été vraiment la première manifestation de l'importation en France de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Donc c'était au printemps 2019. Et à l'automne 2019, il y a eu cette fameuse manifestation du collectif contre l'islamophobie en France, collectif qui sera dissous un an plus tard en raison de ses accointances avec les assassins de Samuel Paty. Donc cette marche de l'islamophobie qui a divisé au sein de la gauche, puisque LFI y a participé, tandis que le PS et d'autres formations ont refusé d'y participer. Et là, c'était... avec le wokisme, c'était l'abandon d'un socle de la gauche traditionnelle qui est l'universalisme républicain, puisque on y reviendra, le wokisme c'est le triomphe du communautarisme. Avec la manif de 2019 du CCIF, c'était l'abandon de la laïcité au profit d'une collusion avec une conception religieuse de la politique. Et la troisième date, c'est évidemment après le 7 octobre 2023, la façon dont la gauche radicale a qualifié les crimes barbares et les crimes contre l'humanité du Hamas de résistance et a refusé de participer à la grande manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023 a été une rupture supplémentaire, puisque là, c'est l'abandon d'un autre socle traditionnel de la gauche qui est la lutte contre l'antisémitisme. Bien, alors, Michael Fessel. Oui, les gauches sont certainement aujourd'hui irréconciliées. Et pour ma part, je le déplorerais. Dire qu'elles sont irréconciliables, comme l'a fait Manuel Valls, c'était dans un contexte qui portait aussi sur ce que malgré tout le mot gauche désigne, c'est-à-dire pas seulement des problèmes liés au sociétal, comme on le dit, mais à des politiques économiques et à des politiques sociales qui étaient tout à fait divergentes entre celles que menait Manuel Valls, le CICE et le reste de la gauche. Alors, le problème est de savoir évidemment
évidemment, si la gauche est devenue irréconciliable au moment même où elle est déjà, vous l'avez rappelé Alain Finkielkraut dans votre introduction, très affaiblie. Si elle l'est, si on entérine le diagnostic de Manuel Valls, on la condamne à la minorité totale, voire au ralliement, ce qu'a fait d'ailleurs Manuel Valls, en l'occurrence au macronisme. Autrement dit, il y a des tensions très fortes, et nous allons pouvoir, je pense, en parler aujourd'hui à l'intérieur de la gauche. La déclarer irréconciliable, c'est partir du principe que, quoi qu'il arrive dans le réel, et le réel politique, ce n'est pas la gauche qui le détermine aujourd'hui, c'est plutôt la droite ou l'extrême droite, quoi qu'il arrive dans le réel aussi au niveau du climat, eh bien, nous devrions, si l'on se déclare encore de gauche, renoncer à toute forme d'alliance et par conséquent abandonner le pouvoir à ceux qui sont déjà à sa porte, c'est-à-dire à des mouvements autoritaires. Très bien. Bon, merci pour cette première réponse. Alors là, je voudrais vous demander votre propre définition. Vous dites dans votre livre, Nathalie Hennig, que être de gauche peut signifier aujourd'hui adhérer à des positions fort différentes, voire antinomiques. Alors, quelle est la vôtre ? Être de gauche, pour vous, Nathalie Hennig, c'est quoi ? Je poserai la même question à Michael Fessel et je me la poserai à moi-même après. Nathalie Hennig. Pour moi, être de gauche, c'est avant tout considérer que la collectivité a un devoir d'assistance envers les plus faibles, ce qui implique des conséquences fortes en matière de consentement à l'impôt, en matière de consentement du bridage de la toute-puissance individuelle, de consentement à la régulation. Et donc, c'est de ce point de vue-là, me semble-t-il, ce qui peut rassembler, ce qui devrait pouvoir rassembler ces gauches désormais peut-être irréconciliables, en tout cas pour le moment non réconciliées. J'avais parlé dans une tribune en 2023 d'un Titanic des gauches en démocratie à propos des suites du 7 octobre. Un Titanic, pourquoi ? Parce que la gauche s'est fracturée sur cette question du pro-palestinisme et cette face émergée de l'iceberg ne faisait, me semble-t-il, que rendre évident la face immergée qui était autrement plus profonde, qui était ce wokisme américanisé qui a pourri une grande partie de la gauche. Donc, en tout cas, le socle commun, me semble-t-il, c'est cette idée que la collectivité a un devoir d'assistance envers les plus faibles. Très bien. Votre définition. Je reviendrai pour une fois aux origines. Le clivage droite-gauche a une date de naissance en 1789, lorsque au Parlement, ou plutôt à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, les députés qui étaient favorables au veto du roi se mettaient à droite, ceux qui étaient défavorables au veto du roi se sont mis à gauche. Donc la gauche, c'est une invention française, on a suffisamment peu d'occasion d'en être fiers, pour la revendiquer. Autrement dit, ici, ce qui se joue, c'est un problème politique. C'est le problème de l'égalité politique et de la question de savoir si, en l'occurrence, le roi ou toute autre autorité arbitraire doit avoir un droit de veto. Il me semble que, en dépit de toutes les mutations historiques que nous avons vécues depuis la Révolution française, ce critère de l'égalité politique et par extension de l'égalité sociale demeure pertinent pour distinguer la droite de la gauche. Non pas que la droite serait par principe, quoique elle met en valeur l'inégalité, mais c'est pas sur le critère seulement de la liberté, il y a, ou plutôt il y avait une droite libérale, mais sur le critère de l'égalité, c'est-à-dire effectivement, et là je peux rejoindre ce qu'a dit Nathalie Hennig, sur une critique de l'individualisme comme, je dirais, porteur de normes suffisantes et autosuffisantes, retourner et retrouver le social comme un principe de solidarité. Alors, je vais vous donner ma définition, plutôt mon attitude. Je ne suis pas sûr que ce clivage soit tout à fait pertinent pour saisir les enjeux actuels. Je voudrais vous citer une phrase qui m'a beaucoup frappé, connue d'ailleurs de Camus dans son discours de Suède. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Il me semble que le mot « changer », qui a eu tant d'importance, le verbe « changer », qui a eu tant d'importance pour la gauche, doit être remplacé aujourd'hui par le mot « sauver ». Je plaiderais personnellement pour une écologie intégrale, c'est-à-dire sauver la terre, bien sûr, mais aussi sauver les paysages et la beauté du monde,
question qui ne préoccupe absolument pas l'écologie officielle, sauver l'école, qui ne transmet presque plus rien, sauver la langue, qui s'effondre, sauver la culture en voie de disparition. Je citerai par exemple Francis Ponge, dans Pour un Malherbe. La meilleure manière de défendre la République, c'est de redonner force et tenue au langage. Donc voilà où maintenant je me situe dans une écologie intégrale qui m'amène à ne pas tout à fait me reconnaître dans le clivage tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais voilà, et nous y reviendrons peut-être, mais je voudrais vous demander justement ce que vous avez pensé l'un et l'autre d'un grand moment de réunion, en quelque sorte, tout récent, le Front républicain. Le Front républicain contre l'extrême droite, qui est le thème du livre que vous venez d'écrire, Michael Fossel. Quel bilan faites-vous de ce Front républicain, Nathalie Hennig? Alors, bien évidemment, on n'a pu que se réjouir de l'existence de ce Front républicain puisqu'il a permis d'éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. Simplement, il faut quand même remarquer que le soir même de la proclamation des résultats, Mélenchon a cassé ce Front républicain en proclamant que la gauche l'avait emporté, ce qui était faux. Elle était simplement majoritaire, mais dans une élection législative, on n'est pas dans l'élection présidentielle. Et donc, en cassant la possibilité qu'avait proposée juste avant Raphaël Glucksmann de construire des alliances avec les modérés, de façon à pouvoir concrètement gouverner. Et donc, ce Front républicain a été laminé par le jusqu'au-boutisme de Mélenchon au moment même où il était proclamé. Et ça, je pense que ça a été une faute majeure. Et par ailleurs, ce que ne dit pas toujours l'encouragement à ce Front républicain, c'est que, il me semble, et je ne suis pas la seule à le dire, que ce sont essentiellement les outrances de la gauche radicale qui servent l'extrême droite, qui ont ouvert un boulevard à l'extrême droite. Les politistes américains disent, à juste titre, que si Trump a été réélu, c'est essentiellement en raison de l'abstention d'une partie des démocrates qui n'en pouvaient plus du discours wokiste de Kamala Harris. Et donc, on peut dire, me semble-t-il, que la gauche radicale est en grande partie responsable de la désertion d'une partie de l'électorat populaire qui soit s'abstient, soit va voter Rassemblement national. Et ça, c'est ce que l'idée du Front républicain n'a pas permis de mettre en évidence. Michael Fossel. Oui, j'incriminerai pas forcément la même gauche, parce que, bien sûr, elle a ses torts, mais dans le fait que les classes populaires aient déserté la gauche, il y a aussi le fait que la gauche au pouvoir et gouvernementale a déserté le combat, je dirais, sur le champ économique, et s'est rallié aux principes néolibéraux, disons, de la concurrence libre et non faussée, quand elle était au pouvoir à l'époque de Hollande. Pour revenir à la fois au Front populaire et à ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut désormais sauver le monde, je serais assez d'accord, même pour penser une gauche du salut, si l'on veut dire, mais encore faudrait-il savoir si on peut sauver le monde sans le transformer. Parce que cette opposition entre la transformation du monde et le sauvetage du monde me paraît très abstraite. Pour sauver le monde, et même, disons, certainement aujourd'hui la planète, il faudra rompre avec un certain nombre de principes, je dirais, d'exploitation de la nature, et ce n'est pas, je le crains, ni les modérés, ni la droite qui le fera. Le Front républicain n'est pas une politique, c'est une politique de sursaut, je dirais, c'est une stratégie de sursaut par rapport à ce que l'on considère, en tout cas ce que je continue pour ma part à considérer comme le pire du point de vue politique, quel que soit, et on y reviendra, les critiques que l'on peut adresser à la gauche, c'est-à-dire l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Et dans le fait que le Front républicain n'ait pas été maintenu, il faut incriminer certainement la gauche radicale, il faut incriminer aussi ce que je n'appellerais pas moi les modérés, c'est-à-dire une tentation de la part de l'extrême centre, je dirais, de se rapprocher sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de réalités, sur l'immigration, sur la sécurité, des solutions, si je puis dire, qui sont proposées par le Rassemblement national. Alors nous verrons si l'immigration et la sécurité sont... J'aimerais quand même... ne sont pas des problèmes, excusez-moi, Nathalie. J'aimerais rajouter quelque chose. Je pense que, moi je dirais pas qu'il s'agit de sauver le monde, il s'agit de sauver le bien commun. Ce qui est
précis, me semble-t-il. Vous l'avez très bien dit, le bien commun qu'est la langue, le bien commun qu'est l'État, le bien commun qu'est le principe de la séparation des pouvoirs, etc. etc. Bon. Et ça, c'est malheureusement quelque chose que nous devons faire aujourd'hui face à des transformations qui abîment le bien commun. On ne va pas lister lesquels, mais il me semble que ça aussi, c'est un combat de gauche, parce que la conservation du bien commun, c'est fondamental. En tant que sociologue, je suis bien placée pour savoir à quel point une société ne tient pas toute seule. Elle peut se déliter très facilement, elle peut éclater. Et si nous voulons maintenir un minimum de projets communs et de mondes communs, eh bien, il faut accepter de conserver certaines choses, non pas par conservatisme, mais par souci de ce bien commun qui nous permet de vivre en paix. Alors, la séparation des pouvoirs, je me demande, au vu d'un événement tout récent, si elle n'est pas mise à mal aujourd'hui par le pouvoir judiciaire. Mais je ferme cette parenthèse et je voudrais justement vous fournir une réponse possible et même une question plutôt sur le Front républicain. À Avignon, la candidate sortante, députée sortante du Rassemblement national, a été opposée à Raphaël Arnaud, candidat fiché S. Il a gagné. Raphaël Arnaud a fait l'éloge du pogrom du 7 octobre. Avec le Front républicain, sont arrivés au Palais Bourbon des députés antisionistes et même antisémites. Donc, on a voulu le Front républicain contre l'extrême droite, contre le retour des années sombres, mais où est l'antisémitisme aujourd'hui? Où est-il? J'ai ici le livre de Jean-Pierre Aubin, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'est très intéressant. Il a été l'auteur du rapport si connu sur les signes et manifestations religieuses à l'école. Et il livre cette anecdote. Le président le doyen de leur commission d'enquête, Jean-Paul Delahaye, rencontre dans un lycée de banlieue des professeurs. Et il leur demande pourquoi les élèves juifs sont partis. Parce qu'ils évoquaient leur départ. Et ils répondent, c'est simple, ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre. Et aujourd'hui, l'antisémitisme explose, mais par exemple, les juifs ne donnent pas leur nom quand ils prennent une commande de VTC, mais les chauffeurs de VTC ne sont pas des militants du Rassemblement national. Donc, il y a un antisémitisme farouche qui vient d'une partie de la population et qui, me semble-t-il, pour des raisons électorales, est soutenu, approuvé, applaudi par cette gauche radicale dont vous parlez tous les deux. Donc, ça veut bien dire que l'époque n'est plus celle, justement, où l'extrême droite était le seul ennemi, et n'est peut-être pas celle, pour reprendre le titre de votre livre précédent, d'une récidive des sombres temps des années 30. Michael Fessel. D'abord, si on pourra revenir sur la notion ou pas de récidive. Si vous parlez des dernières élections législatives, on ne peut pas omettre qu'un certain nombre de candidats du Rassemblement national, et il n'y a pas d'équivalent, à ma connaissance du moins, dans la gauche radicale, se sont eux-mêmes grimés d'une croix gammée ou autre référence. Pour le coup, ce n'est pas moi qui affirme qu'il y a là, de ce point de vue-là, une analogie avec les années 30, c'est déclaré par un certain nombre de ces candidats eux-mêmes. Deuxièmement, qui ont été désavoués quand même. Oui, il n'y a pas le choix. Deuxièmement, même si l'on admet que sur la question de l'antisémitisme, l'extrême droite a fait ce que je ne serais pas prêt à faire, son aggiornamento, on ne peut pas non plus la féliciter, je dirais, d'avoir échangé un racisme contre un autre, selon des raisons qui sont elles-mêmes, je dirais, opportunistes. Et enfin, même si on va revenir sur la question de l'antisémitisme de gauche, qui a une tradition, qui existait déjà avant l'affaire Dreyfus, on sait aussi que dans l'électorat, et au fond, la question de la gauche et de la droite, ce n'est pas seulement la question des partis politiques, c'est la question aussi des forces sociales qui se trouvent ou se définissent de cette manière. Dans l'électorat du Rassemblement national, il y a beaucoup plus, c'est bien clair, de gens qui se déclarent xénophobes, mais aussi antisémites à la gauche ou dans l'électorat de gauche. Qu'il y ait eu
tout aussi serré depuis le 7 octobre 2023, qu'il y ait eu de la part de dirigeants de gauche ou de dirigeants ou de représentants de la gauche radicale des équivoques relatifs à l'antisémitisme, en tout cas à l'antisionisme, mais un antisionisme tellement radical, donc je reconnais qu'il pose ce problème. Qu'il y ait eu, pour moi, la phrase la plus, de Mélenchon pour le dire, la plus discutable, c'est l'affirmation la plus même scandaleuse selon laquelle l'antisémitisme est résiduel. Autrement dit, il y a un aveuglement de ce point de vue-là sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Je voudrais néanmoins, pour être équitable, rendre sensible aussi au fait, à une chose qui continue d'ailleurs de me frapper, y compris dans la situation actuelle, c'est que personne au centre, à droite et à l'extrême droite, pendant très longtemps, n'a eu un mot, je ne dis pas de soutien, mais je dirais même de compassion à l'endroit du peuple palestinien. Et de ce point de vue-là, il y a eu, au fond, deux silences. Un silence de la gauche radicale à l'égard de ce qu'a été et de ce que signifie le 7 octobre, et d'autre part, un silence qui s'est perpétué pendant quasiment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très tardive la reconnaissance de l'État palestinien par Macron. Macron a depuis très longtemps condamné les bombardements à Gaza. Cette reconnaissance est en effet tardive, mais en effet, il a publié sur son compte Twitter des critiques de Netanyahou et leurs rapports sont devenus glaciaux depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, qui sont des mois qui ont été quand même, de ce point de vue-là, marqués par le fait qu'on ne peut pas, quel que soit le terme, et là aussi on a fait tout un débat sémantique dans lequel moi je ne rentrerai pas pour savoir qualifier ces actes, on peut les caractériser de criminels. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron, au départ, avait proposé une alliance quasiment avec, militaire, avec Israël contre le Hamas, et évidemment ça n'avait pas beaucoup de sens. Je voudrais insister sur un point, il y a, et je le reconnaîtrai ici, des pathologies de l'émancipation. Il y a, dans des discours de l'émancipation, on le constate, des possibilités d'avoir des discours qui frisent avec, en l'espèce, l'antisémitisme. Mais il y a aussi des pathologies de l'aliénation, de la domination, de l'exploitation. La différence fondamentale, c'est que les pathologies de la domination, les pathologies de l'exploitation sont inhérentes à ces termes. Alors que dans les pathologies de l'émancipation, et la gauche doit faire son travail critique là-dessus, c'est-à-dire que l'émancipation ne constitue pas, la domination ne constitue pas en tant que telle un prétexte pour pouvoir mettre en cause une partie de la population, quelle qu'elle soit. Par conséquent, je ne mettrai pas moi sur le même plan ce qui, à mon avis, continue à structurer le discours de l'extrême droite, c'est-à-dire un discours de discrimination, et ce qui, du côté de la gauche, constitue, et je m'en désole le premier, parfois, des excès ou même des fantasmes qui reposent sur l'exclusion d'une partie de la population. Bien, Nathalie Hennig. Je voudrais quand même rappeler qu'un récent sondage de l'IFOP a montré que les propos antisémites assumés dans le cadre d'un sondage monte à plus de 20% chez les électeurs ou sympathisants de LFI, tandis qu'ils ne sont 15% pour le RN. Donc là, on est en train de voir un débordement du discours antisémite du côté de la gauche radicale, ce qui est quand même, là encore, quelque chose qui nous tombe dessus et auquel on ne pouvait pas s'attendre. Bon, cela étant dit, ça n'est pas nouveau, puisque dès 2012, suite à l'assassinat par Mohamed Merah des enfants juifs de l'école Ozar Hatorah à Toulouse, première fois quand même depuis la Shoah qu'en France, des enfants sont assassinés parce qu'ils sont juifs, Mélenchon a quand même eu le culot de ne pas parler d'antisémitisme et de déclarer que c'était simplement un complot dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc il y a quand même un passif qui est assez lourd. Quand on voit les déclarations de Rima Hassan, quand on voit... Enfin, on a toute une série. L'autre jour, il y avait le procès de Raphaël Enthoven, fait par LFI à Raphaël Enthoven, au cours duquel Richard Malka a fait une remarquable plaidoirie où il a décliné une litanie impressionnante de comportements ou de propos antisémites de la part de la gauche radicale et de LFI en particulier. On ne peut pas nier qu'il y ait cette gangrène qui la ronge. Cette gangrène, elle est si vous voulez, elle relève d'un calcul. C'est quand même une conversion électoraliste. Elle relève à la fois au changement démographique que connaît aujourd'hui la France. Elle relève à la fois d'une passion triste qui a toujours habité la gauche, malheureusement, mais elle relève aussi actuellement d'un calcul cynique électoraliste
qu'on connaît bien de la part de LFI et de Mélenchon en particulier, consistant à penser qu'en s'appuyant sur la population des banlieues et notamment les quartiers immigrés et notamment les quartiers très très habités, disons, par les islamistes, il va pouvoir gagner l'élection. Et c'est vraiment d'un cynisme intolérable. Si ça relève d'un calcul, et évidemment en politique il y a des calculs, c'est un mauvais calcul, car en dépit de tout ce qu'on nous raconte sur le grand remplacement, le soi-disant grand remplacement, le fait d'avoir ou d'acquérir l'électorat des banlieues, comme on dit, ne garantit en aucune manière une majorité. J'aimerais quand même rappeler ici que le fait que s'adresser à ce peuple, car ce sont des citoyens du peuple français, celui des banlieues, ne constitue pas, évidemment le faire, comme vous dites qu'ils le font, c'est tout à fait intolérable, mais j'entends aussi l'idée qu'au fond, il y aurait quelque chose d'un peu malséant à s'adresser à ce peuple des banlieues, à ces citoyens, disons, allez, aux Français d'origine étrangère. S'adresser à eux en brandissant le drapeau palestinien. Mais à d'autres manières de les intégrer certainement, mais dans France. Mais dans les projets de la gauche, en principe, toutes tendances confondues, il y a aussi, je le pense et je le sais, des propositions qui se font en direction, je dirais, de ces banlieues. Autant, d'ailleurs, je vous retrouverai sur le fait qu'il y a eu des propos très limites, le fait de brandir un drapeau palestinien ne me constitue pas, à mes yeux, un élément qu'on peut qualifier d'antisémitisme. Non, mais vous vous souvenez que lors de la manifestation Bloquons tout, à la place de la République, il n'y avait pas un drapeau français, c'était une manifestation contre la vie chère. La vie chère, il n'y avait que des drapeaux palestiniens, et sur la statue, il était inscrit Free Gaza, fuck Rothschild. Donc, et je rappelle aussi que Jean-Luc Mélenchon, le jour de la manifestation, la marche contre l'antisémitisme, a dit « Les partisans du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Non, mais je posais la question de la tentation électoraliste, et ça me permet d'élargir, et ça c'est quelque chose qui vous oppose. Qu'en est-il en France de l'islamo-gauchisme? Est-ce une réalité ou est-ce un épouvantail, Nathalie Hennig? C'est très évidemment une réalité. Pierre-André Taguieff a mis en évidence de façon très claire dans plusieurs publications l'existence depuis au moins le début des années 80 d'une tendance de l'extrême gauche consistant à considérer que les nouveaux opprimés, le nouveau prolétariat, c'est essentiellement le peuple des immigrés, et du coup à vouloir à tout prix soutenir les musulmans, même si une partie d'entre eux se sont laissés glisser vers l'islamisme, et donc à accepter l'islamisme au motif que ce serait une façon de se mettre aux côtés des classes populaires. Et ça, on le voit dans toutes sortes d'exemples, notamment à l'université. La montée en puissance du terme même d'islamophobie, dont on sait qu'il a été mis en avant par les frères musulmans de façon à discréditer toute critique de l'islamisme, en est un exemple très clair. C'est un terme qui a même infiltré les études universitaires, alors qu'il n'a pas de raison d'être, puisqu'en France, nous sommes dans un pays laïque où il est parfaitement licite et légitime de détester des religions, de détester une religion en particulier. Ce qui est illicite et illégitime et illégal, c'est d'appeler à la haine contre ces pratiquants. Bon. Et donc, on veut nous faire croire que toute critique de l'islamisme et même de l'islam serait illégale, et du même coup à brider toute tentative pour refuser ce dévoiement des valeurs républicaines qu'est l'islamisme, qu'est l'imposition du port du voile, qu'est l'imposition de règles religieuses censées être supérieures à la loi civile, ce qui est donc le projet islamiste. Et que la gauche ait pu, une partie de la gauche en tout cas, ait pu tomber dans ce gouffre moral et éthique, franchement je trouve ça inacceptable. Je ne déserte pas la gauche pour autant, parce qu'il reste heureusement une partie de la gauche qui est fidèle aux valeurs républicaines, de laïcité, d'universalisme, de soutien aux classes populaires. C'est une gauche réformiste, social-démocrate, qui existe encore, bien qu'elle n'ait plus le haut du pavé. Donc heureusement qu'elle existe, et moi j'essaye de tout faire pour qu'elle l'emporte sur la gauche radicale, mais le combat est très difficile aujourd'hui. Vous pensez qu'elle existe? Vous pensez que le Parti social
socialiste la représente vraiment? Non, le Parti socialiste est lui-même totalement clivé, comme vous le savez, entre la direction actuelle qui glisse du côté de LFI pour de basses raisons cyniques électoralistes et une partie, pour laquelle j'ai voté aux dernières élections internes, qui essaye d'être fidèle à ce projet social-démocrate et réformiste. Mais ce clivage, on le retrouve aussi au sein du Parti communiste, qui est en train de se faire infiltrer par ces nouvelles tendances woke. Vous avez vu qu'il y a quelques jours dans l'Humanité, il y a eu un article déclarant que Charlotte Gainsbourg ne pouvait pas incarner au cinéma Gisèle Halimi au motif qu'elle avait signé une tribune demandant à ce que la reconnaissance de l'État palestinien soit subordonnée à la libération des otages et à la reddition du Hamas, et que donc Gisèle Halimi, soi-disant, n'aurait jamais signé une tribune favorable à Israël, et que donc l'actrice Charlotte Gainsbourg ne pourrait pas incarner Gisèle Halimi. C'est quand même d'une bêtise crasse, et que la gauche puisse tomber là-dedans, c'est quand même absolument consternant. Michael Fossel. Alors, la question, c'est islamo-gauchisme ou wokisme? Parce que on commence islamo-gauchisme. D'accord. Alors, prenant les choses une par une. D'accord, dans l'ordre. Alors, islamo-gauchisme, il en ira autrement du wokisme. Là, pour le coup, j'avoue que je ne comprends pas si les mots ont un sens. Islamo-gauchisme, la seule référence à laquelle ça peut éventuellement me faire penser dans ma culture politique, c'est l'engagement, d'ailleurs tout à fait épisodique, de Foucault pour la révolution iranienne en 1979, au motif, effectivement, de principes, je dirais, liés à une forme, une conception de l'émancipation. Mais si islamo-gauchisme veut dire un combat commun pour l'égalité sociale ou l'égalité tout court, gauchisme, et en faveur de l'islamisme, c'est-à-dire, parce que tout de même, on ne dit pas là, on ne se contente pas de dire le soutien que la gauche fait aux musulmans en général, en tant qu'ils font l'objet, et c'est sociologiquement fondé, de discrimination sociale. On parle d'une sorte de synthèse, pour moi, monstrueuse au sens de contradictoire, entre les doctrines islamistes et la gauche. Synthèse qui n'a aucune chance d'aboutir, même sur un plan théorique, puisque l'islamisme repose sur l'inégalité même, à commencer par celle du genre. Donc j'aimerais qu'on me cite, moi, dans l'islamo-gauchisme, le CNRS avait enquêté, il n'avait trouvé aucune trace. Ah oui, cette enquête était totalement inexistante et pipotée. Elle était pipotée peut-être, mais dans ce cas, il faut des exemples. Alors je vous donne un exemple. Une tribune publiée il y a quelques mois contre l'interdiction de l'abaya. Eh bien, nous affirmons notre opposition à cette interdiction des abayas et refusons que l'école continue d'être le relais de politiques racistes, sexistes et patriarcales. Même chose pour le burkini, même chose pour les hijabeuses, ces femmes qui veulent imposer le foulard islamique dans les compétitions sportives. Et cette pétition a été signée notamment par Annie Ernaux, Adèle Haenel, Frédéric Lordon, le célèbre rappeur Médine et Assa Traoré. Il me semble que voilà un exemple parmi d'autres d'islamo-gauchisme. Et considérer qu'il est patriarcal d'interdire l'abaya ou le foulard islamique, parce que ça va aussi pour le foulard islamique à l'école, c'est quand même un exploit intellectuel admirable. Mais il n'y a dans aucun des programmes de la gauche, y compris radicale, à ma connaissance, et je suis même certain du fait, l'abolition de la loi qui interdit le foulard à l'école. Par conséquent, il n'y a pas de soutien, je parle politique, là vous citez une pétition d'un certain nombre d'intellectuels, on parle de la gauche, on ne parle pas, je dirais, d'une tribune qui d'ailleurs, elle-même, l'abaya, il y a débat de savoir si l'abaya est véritablement un vêtement religieux. Un vêtement religieux, et peut-être je vous l'accorderai, je constate aussi tout de même que cette question du corps des femmes, systématiquement, est appliquée ou se pose systématiquement à propos de l'islam. C'est l'islam qui en fait un outil le principe, idéologique. Bien sûr, c'est l'islamisme qui en fait un principe. Mais je veux dire, revenir sur ces questions-là aujourd'hui, alors qu'on avait tout de même un consensus relativement élaboré à partir de la loi dont la date m'échappe, 2004, sur l'interdiction du foulard, me paraît être aussi, il ne faut pas être dupe de toute
toutes les campagnes de presse qui sont menées, qui visent, alors moi j'ose le mot, vous m'en excuserez, qui visent à une forme d'islamophobie. Il y a une christianophobie, il y a une judéophobie. L'islamophobie, ça veut dire, alors je définis les termes, pour moi ça a plus de consistance qu'islamo-gauchiste, la détestation de la religion musulmane fondée sur des préjugés, car en réalité, la religion musulmane, et j'en fais partie, n'est pas tellement connue par la plupart de ceux qui, en général, en parlent. Vous en faites partie, vous voulez J'en dire fais partie de ceux qui n'ont pas de connaissances, rassurez-vous, de connaissances spécifiques de l'islam. Vous allez faire votre outing. Non, ça n'est pas prévu. Mais je n'ai pas de connaissances, et beaucoup de gens qui en parlent, au fond, il ne faut pas être dupe du fait que le discours qui se tient aujourd'hui sur l'islam comme principal danger pour la République est un discours lui-même politique, qui n'est pas non plus de simple neutralité sociologique. Oui, alors, tant qu'à ne pas être dupe, essayons de ne pas être dupe des stratégies islamistes, et notamment celles des frères musulmans, qui depuis des années et des années essayent peu à peu de grignoter les lois françaises et d'imposer de plus en plus dans l'espace public des signes religieux et qui sont, comme l'a dit très bien Alain Finkielkraut, qui sont quand même des signes d'adhésion, non pas à l'islam, mais à une conception fondamentaliste, intégriste de l'islam, qui considère que la femme est l'inférieure de l'homme, que les homosexuels peuvent être défenestrés, que les juifs peuvent être tués. Toutes thèses qui ne sont pas de gauche. Cette conception-là, on ne peut pas estimer que la soutenir, c'est être de gauche. Or, on voit aujourd'hui, à LFI, chez les écolos, même chez les communistes, des gens pour soutenir la défense de la baya, du hijab, etc., c'est-à-dire la défense d'un signe ostentatoire d'adhésion à cette conception fondamentaliste. Je ne comprends pas comment on peut encore se dire de gauche dans ces conditions. Michael Fossel, je ne pense pas que ceux qui soutiennent l'abaya, ils ne soutiennent pas l'abaya. Ceux qui se déclarent comme opposés, ou en tout cas, ce qui n'est pas d'ailleurs mon cas, parce que j'avoue que je n'ai pas de doctrine là-dessus, mais qui n'ont pas, en tout cas, comme agenda politique, parce que l'agenda politique qui nous est présenté systématiquement de la part, cette fois-ci, des forces gouvernementales, nous parlons là d'une gauche qui n'est pas au pouvoir, c'est plutôt de multiplier, disons, les signes, et si j'ose dire les symboles de critique anti-musulmans, en tout cas de critique de l'islamisme, en tant qu'il serait la première des menaces qui s'abattraient sur la France. Et il faudra tout de même aussi parler, quand on parle de la gauche, il faut parler de la droite, il faut aussi parler du présent dans lequel nous nous trouvons, de ceux qui gouvernent, on parlera peut-être à un moment des États-Unis, et qui précisément ne constituent pas un danger, je dirais, de type islamo-gauchiste. La gauche est minoritaire, et souvent on la présente comme encore susceptible d'une forme d'hégémonie culturelle. C'est au moment, et d'ailleurs ça fait partie sans doute d'une stratégie, c'est au moment où elle est la plus faible que l'on continue à la démoniser comme si elle, je dirais, dictait l'agenda idéologique de la France, ce dont je ne suis pas sûr. Démoniser. Alors je vais vous soumettre une phrase de Salman Rushdie, qui n'est pas précisément de droite ou d'extrême droite, l'auteur des versets sataniques, et on essaie que ça lui a valu d'être éborgné encore tout récemment. Et un de ses traducteurs, japonais je crois, a été assassiné. Voici ce qu'écrit Rushdie. Quelque chose de nouveau était en train de se produire. La montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la surface de la terre, mais personne ne voulait en convenir. Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles. L'islamophobie. Comment réagissez-vous à cette phrase ? Comme elle a été écrite par Salman Rushdie, je la respecte comme telle. Il a été victime, lui, évidemment, et plus que cela, de l'islamisme. Mais le problème, peut-on nier qu'il existe en France un mouvement politique, des mouvements politiques, le premier d'entre eux d'ailleurs du point de vue numérique pour ce qui est de la France et de beaucoup d'autres pays, qui font de l'islam, et je dis bien de l'islam, pas de l'islamisme, des musulmans, disons, leur punching ball favori. Est-ce que cela n'existe pas ? N'avons-nous pas affaire actuellement au pouvoir, dans la plus grande démocratie du monde, selon la phrase de moins en moins intuitivement acceptable, les États-Unis, au pouvoir des individus, un homme et une police désormais à ses ordres, qui traquent les migrants, les étrangers, qui fait de l'islamisme, encore le dernier discours de Donald Trump à l'ONU l'a montré, l'Europe serait en voie, pour le coup, d'islamisation généralisée. Ce type, alors on peut être de cet avis-là, évidemment, mais considérer que cela devrait être un combat pour la gauche,
que au fond, de se rallier à un débat, d'ailleurs, parce que c'est un point sur lequel il faut tout de même dire un mot, d'essence culturaliste. Moi, je ne suis pas de gauche, pour ce que je suis n'importe peu, mais en tout cas, moi, la gauche, ça n'est pas d'abord d'accepter que le débat politique soit intégralement transféré au champ culturel, qui d'ailleurs, non pas que la culture n'importe pas, mais qui n'est pas fondamentalement le sien. Il y a des raisons d'être gauche, j'en cite simplement une, il y a 10 millions de pauvres en France, 1 million de plus qu'il y a 10 ans, et les politiques, on le voit aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit de recentrer le débat public autour de mesures comme la taxe Zuckman, qui ne sont pas des mesures, je dirais, autres que social-démocrates, c'est directement le lamento et une réaction qui consiste à dire que c'est le retour du communisme. On pourrait parler aussi de cela si on parle de la gauche, si la gauche est tout de même liée à une politique de redistribution sociale qui compte autant que, je dirais, nos clivages culturels. Redistribution sociale qui est inscrite quand même au programme de tous les partis. La France est le pays le plus imposé de France et la redistribution y est massive et les riches quand même y contribuent beaucoup parce qu'il y a une partie de la population qui, pour des raisons terribles, ne paye pas d'impôts. Mais Nathalie Hennig. Je ne vais pas épiloguer sur la question économique parce que nous sommes d'accord là-dessus. C'est quand même un des fondements de la gauche, mais on est là pour parler des divisions de la gauche. Et donc, moi, ce que j'ai envie plutôt de souligner, c'est qu'en soutenant l'islamisme, notamment via le soutien aux revendications de port du voile, de menu halal, etc., une partie de la gauche radicale, abandonne une des valeurs fondamentales, traditionnelles de la gauche, qui est la laïcité. Et pour moi, c'est absolument intolérable. On a beaucoup bataillé avec l'association Unité laïque, dont je fais partie, pour essayer de remettre les choses sur les rails et de mettre en évidence cette désertion, cette trahison d'une partie de la gauche envers cette valeur cardinale qu'est la laïcité. Et là, je ne comprends même pas que l'on puisse accepter que une partie de la gauche soit kidnappée par des gens qui acceptent le discours fondamentaliste. Quelles que soient les connotations politiques, bien évidemment que la droite, l'extrême droite sont les premiers à stigmatiser l'islamisme, mais c'est pas parce que la droite et l'extrême droite le font qu'il faut s'interdire de le faire aussi. Personne ne dit qu'il faut s'interdire de stigmatiser l'islamisme. Moi, je parle de stigmatiser les musulmans, ce qui est tout à fait différent. Quant à la laïcité, vous dites que c'est une valeur. Pour moi, c'est un principe. C'est un principe juridique qui affirme, d'une part, la neutralité de l'État par rapport à la religion et la liberté de conscience. Par conséquent, je suis pour... Et je pense que la gauche doit être, et elle l'est d'ailleurs, favorable à la loi sur le foulard à l'école. Par contre, je ne me sens pas traître à la laïcité quand je considère ou que je m'oppose à l'idée qu'il faut interdire le foulard dans l'espace public, entendu cette fois-ci au sens de la société civile, la rue. Et le voile intégral. Alors, le voile intégral est interdit. Oui, mais justement, vous dites que dans votre livre que cette interdiction peut en effet être problématique. Elle peut porter à discussion, mais au sens où la loi a été votée, non pas contre, je dirais, l'interdiction du voile intégral, car ça serait anticonstitutionnel, ça serait stigmatiser pour le coup une religion, mais au nom d'impératifs d'ordre public, sécurité, il faut montrer son visage dans la rue. On peut donc à ce titre l'admettre, mais vous voyez bien quand même qu'il y a une extension maintenant de l'exigence à l'interdiction, à ne pas voir des signes religieux spécifiquement en général musulmans, et à mon avis cela relève d'une mécompréhension de ce qu'est la laïcité. On peut défendre ces thèses, mais pas au nom de la laïcité de la loi de 1905. Alors, d'une part, sur la question de l'interdiction de la burqa, j'avais commis une tribune dans Le Monde que je mentionne dans mon livre, pour soutenir cette interdiction, non pas au nom de la laïcité, mais au nom de la dignité des femmes. Oui, parce que ne pas avoir son visage dans l'espace public, c'est une atteinte grave à la dignité. Oui. Et donc ça me paraît fondamental. De ce point de vue-là, je pense que les combats aujourd'hui pour une laïcité rigoureuse, c'est-à-dire conforme à l'esprit de la loi de 1905 et non pas à sa lettre, sont des combats légitimes. L'esprit de la loi, c'est la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse comme vous l'écrivez dans votre livre. C'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté pour les élèves à l'école de se libérer de leurs affiliations religieuses familiales. Et ça, c'est fondamental, et c'est
pour cette raison qu'il faut maintenir cette interdiction. Par ailleurs, pour l'espace public, ça n'est pas tant au nom de la laïcité, me semble-t-il, que l'on pourrait demander à ce qu'il y ait non pas une interdiction, mais une prise de conscience par les musulmans que les règles de civilité en France impliquent que l'on soit discret dans la manifestation publique de son affiliation religieuse. Et cette discrétion relève non pas de la loi, mais simplement de la civilité, c'est-à-dire du respect des mœurs. Et je trouve que nous devrions expliquer à nos concitoyens musulmans que l'impudeur pour nous ne réside pas dans le fait qu'une femme montre ses cheveux, mais que quelqu'un qui a une religion l'exhibe dans l'espace public. Oui. C'est ça l'impudeur. Alors, je voudrais maintenant vous citer une phrase de Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, 1993. Vouloir être simplement soi, manifester de l'estime pour soi, s'interroger sur les conditions minimales d'existence d'une collectivité deviennent dans l'optique antiraciste, pourchasseuse de xénophobes, les signes redoutables d'une maladie préludant au pire des crimes ou les justifiant à l'avance. D'ailleurs, le livre de Paul Lyonnais, sociologue qui publiait dans Le Débat, a été très mal accueilli. Il a été ostracisé. Et la question que je me pose, c'est n'y a-t-il pas aujourd'hui une extinction, au nom de la lutte contre l'extrême droite, du domaine de l'antiracisme? Et le wokisme, justement, en porte témoignage, parce que être woke, c'est lutter contre toutes les discriminations, passées et présentes. Donc c'est la convocation quand même des œuvres du patrimoine devant le tribunal du présent. Mais c'est la chasse aux discriminations, la chasse au racisme. Mais à partir du moment où justement la bataille politique, c'est raciste, antiraciste, si vous voulez, aucun espace de conversation n'est possible, parce qu'on ne discute pas avec un raciste. Le raciste, c'est l'ennemi du genre humain. Donc, cette extension du domaine de l'antiracisme, dont Lyonnais d'ailleurs a eu à souffrir, et moi aussi, d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'est pas préoccupante? Est-ce qu'il ne faut pas, sinon, réconcilier les deux gauches, mais recréer un espace de conversation entre les deux gauches? Michael Fessel. La chasse à l'antiracisme, pour moi, est moins préoccupante que la chasse aux immigrés, qui a lieu aujourd'hui systématiquement dans des pays, je ne parle pas encore de la France, mais des pays, les États-Unis, l'Italie, la Hongrie, qui font qu'aujourd'hui, c'est une question, on peut être en accord ou en désaccord, on peut être en accord sur un certain nombre de points, tous les excès de cette discours, de certaines formes de discours antiracisme, mais c'est une question, je dirais, aussi de perception du réel. Peut-être nous ne voyons pas les choses, nous ne voyons pas les mêmes choses parce que nous ne regardons pas non plus du même côté. Pour ce qui concerne la situation actuelle, relativement, je dirais, au racisme, je suis moins sensible plutôt au fait que dans le corps électoral européen, on ne parle pas que de la France, qu'aux États-Unis, ce sont plutôt des partis qui sont, ou des mouvements, ou des leaders, qui sont ouvertement xénophobes, qui sont en tête. Il faut être Michel Houellebecq pour penser que l'islam pourrait, même modéré, peut l'emporter électoralement en France aujourd'hui. Et donc l'idée que l'antiraciste serait devenu raciste, que l'antifasciste serait devenu fasciste, me paraît déjà très discutable quant au fond, mais surtout à un moment où, qu'on le veuille ou non, nous sommes à la veille, et plus qu'à la veille, de transformations politiques de fond qui vont dans le sens de mouvements ou de politiques xénophobes d'État menées par nos dirigeants. Oui, il me semble que moi je pense tout aussi antiraciste que vous, et depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que depuis quelques années, notamment depuis l'importation de ce mouvement qu'on appelle woke, l'antiracisme a été kidnappé par un courant venu des États-Unis qui a été adoubé par une partie de la gauche, notamment la gauche radicale, ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, assez paradoxal, puisque Mélenchon, par anti-américanisme, soutient les pires dictateurs au Venezuela ou en Russie, mais en même temps accepte parfaitement l'importation dans son courant d'un mouvement totalement américain, qui est le wokisme. Pourquoi est-ce qu'il est totalement américain ?
disons, anglo-américain, c'est parce qu'il met en avant non pas seulement la lutte contre les discriminations, ce avec quoi nous sommes évidemment tous d'accord, mais il met en avant une façon de lutter contre les discriminations qui est basée sur le communautarisme, c'est-à-dire l'assignation obligée de tout individu à une communauté basée sur des propriétés de naissance, comme le sexe, la race, l'orientation sexuelle, etc., donc des propriétés auxquelles les gens ne peuvent rien, et de considérer que cette affiliation communautaire procurerait des droits aux individus. Et le croisement de ce communautarisme woke avec l'obsession de la domination, c'est exactement la définition du wokisme, et qui lui permet d'être extrêmement polyvalent, polyforme, puisqu'il inclut à la fois le néo-féminisme, le nouvel antiracisme, les luttes pour l'émancipation des homosexuels, etc. Et donc, on a un dévoiement des valeurs de la gauche, et notamment de l'universalisme, qui est quand même un des socles issus des Lumières et de la Révolution française. Les hommes naissent libres et égaux en droit, hein, c'est l'universalisme. On a un dévoiement de cet universalisme par une extrême gauche américanisée, biberonnée au wokisme. Je pourrais ajouter le nouvel antisémitisme, parce que dès lors qu'on réduit la réalité à l'opposition dominant-dominé, les Juifs sont passés du mauvais côté. Absolument. Et non seulement le gouvernement de Netanyahou, mais aussi tous les Israéliens, génocidaires, mais aussi, on le voit dans les universités françaises, Sciences Po notamment, la rue d'Ulm, et les universités américaines, les Juifs dans leur ensemble. Mais qu'en pensez-vous, Michael Fussell ? Alors, le wokisme, bon, c'est un terme qu'il faut maintenant admettre. J'aurais encore il y a quelques mois, je ne l'admets pas au sens où je reconnais l'existence telle que vous la définissez, mais il faut parler des choses telles qu'elles apparaissent, c'est-à-dire, je crois que ça désigne deux choses, et il faut définir les termes. Ça désigne d'une part, c'est le terme, c'est son sens, un éveil à toutes les formes de discrimination et d'injustice, une tentative pour à la fois les dénoncer, mais aussi les articuler les unes aux autres. Et de ce point de vue-là, je dirais, ça ne me dérange pas de me dire woke. En ce sens-là, après tout, mon auteur favori, c'est Kant. Il a décrit lui-même sa propre philosophie comme le réveil de son sommeil dogmatique. Et je pense que de ne pas rester endormi face à la réalité du monde constitue à la fois une vertu et une exigence. Ensuite, il y a dans ce que l'on nomme wokisme autre chose, c'est-à-dire une sorte de revendication de type identitaire. C'est ce que l'on est qui définit, et ce que l'on est lorsque l'on est ou qu'on se sent dominé, qui définit l'agenda politique que l'on entend défendre. Alors de ce point de vue-là, je pourrais faire une critique du wokisme, mais je refuserais de l'assigner à la gauche. C'est l'époque qui est woke. Il y a un nationalisme woke, il y a une extrême droite woke. Je rappelle que le grand mot d'ordre ou le grand fantasme de l'extrême droite, c'est le grand remplacement. C'est un discours victimaire,